Bonjour chers abonnés d'Omerta, bienvenue dans cette nouvelle émission exclusive en compagnie de Charles. Avant de commencer, un petit rappel. Trump, notre nouveau magazine Trump Poutine à l'assaut de l'Europe est disponible en pré-vente sur notre site internet. Bonjour Charles. Bonjour Salma. Bruno Retailleau vient d'annoncer une procédure de dissolution du mouvement La Jeune Garde. Est-ce justifié? Oui, d'abord, il faut rappeler ce que c'est que la Jeune Garde. La Jeune Garde, c'est une association de gauche radicale, et c'est peu dire que c'est de la gauche radicale, puisque c'est un groupe qui est proche des Black Blocs, qui est une émanation associative en quelque sorte du nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Ça veut dire que c'est une gauche radicale qui est pire que la France insoumise. D'ailleurs, le leader de la Jeune Garde jusqu'en 2022, c'est un certain Raphaël Arnaud, qui a démissionné de son poste de président de cette association pour se porter candidat aux législatives. Il a été élu dans la région d'Avignon. Et il faut rappeler qui est Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, c'est quand même un député, c'est le premier député de l'Assemblée qui est triplement fiché S. Ça veut dire qu'il intéresse les services spécialisés pour une forme de radicalisation, et qu'il a été condamné le 18 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour une agression en bande organisée. Ils sont tombés, je crois, c'était un groupe de 6 sur un jeune garçon qui passait dans les rues de Lyon, et il a été condamné pour ça à 4 mois de prison avec sursis. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est la gauche la plus radicale, et c'est une gauche qui a une extrême gauche qui a pour particularité de vomir tout ce qui se réfère au patriotisme, à la France, au drapeau tricolore. C'est une extrême gauche dont les principaux combats sont la défense de l'immigration clandestine, une forme de radicalisation islamiste aussi dans les quartiers, et le combat LGBT. Et je crois que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais ce triptyque immigration clandestine, radicalisation et combat LGBT, évidemment, ça pose, pour des gens qui seraient cohérents intellectuellement, ça pose une forme de problème de logique. On voit mal comment les militants LGBT peuvent manifester, peuvent s'accommoder de la présence de personnalités radicalisées. Voilà, c'est l'ADN de ce mouvement. Et ce qui lui est surtout reproché là par Bruno Retailleau, et ce qui a été pointé depuis plusieurs années d'ailleurs par un certain nombre d'élus ou de militants associatifs, c'est l'action violente de la Jeune Garde, puisque un peu à l'instar des Black Blocs qui ravagent les rues de Paris ou d'autres villes à chaque manifestation auquel il participe, la particularité, ce qui lui est reproché, c'est l'action violente, l'action brutale, avec des phénomènes de bande. Je le rappelais pour la condamnation de Raphaël Arnaud, c'est souvent des phénomènes de meute où on s'acharne sur des individus isolés, et aussi sur la police, puisque dans toutes les manifestations auxquelles participent ces mouvements radicalisés, en particulier les Black Blocs, eh bien, il y a à chaque fois des dizaines, voire des centaines de policiers et de gendarmes qui sont blessés. Et donc, devant un peu, je pense, l'exaspération politique, on va en reparler, Bruno Retailleau a décidé de sévir. Enfin, il faut aussi rappeler qu'il a lancé la procédure de dissolution de ce mouvement, mais que le mouvement n'est pas dissous de facto. Il y a des recours juridiques qui existent. D'ailleurs, Bruno Retailleau a souligné que le mouvement de la Jeune Garde aurait la possibilité de se défendre en justice et de présenter ses arguments pour éviter la dissolution. Mais au moins symboliquement, c'est un geste qui était attendu. Il faut penser à toutes les victimes de ces associations. Il n'y a pas que celles-là d'ailleurs qui se murent dans le silence, et qui depuis des années en fait ne trouvent pas vraiment de recours contre ce genre de procédé, ce genre de groupuscule. Et quel est l'objectif de Bruno Retailleau? Alors d'abord, l'objectif, en fait, il y a plusieurs objectifs. Il faut d'abord rappeler que Bruno Retailleau, ses combats régaliens, c'est un peu dans son ADN. Il faut rappeler que Bruno Retailleau est un élu de Vendée, que c'est un ancien proche de Philippe de Villiers, que c'est un des lieutenants, des anciens lieutenants de François Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017. Et c'est donc quelqu'un dont les thèmes régaliens, notamment
sa présence au ministère de l'Intérieur ont une signification très forte. Il a demandé la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, c'était effectivement pour pouvoir comment dire, prouver il était en capacité, il avait cette volonté de prendre à bras le corps un certain nombre de sujets régaliens, que ce soit sur l'immigration clandestine, mais pas seulement. Et là, il vient de se saisir du problème de ces groupuscules ultra-violents d'extrême gauche. Il ne s'en prend pas, il n'a pas demandé la dissolution de la France insoumise, hein, il a demandé la dissolution d'un groupe ultra-violent. Euh, Pourquoi il fait ça maintenant? Aussi parce qu'il il a été mis sous pression par le Rassemblement national, notamment par le député Sébastien Chenu, qui l'a un peu mis au pied du mur il y a quelques jours en lui demandant ce qu'il comptait faire sur ce groupuscule d'extrême gauche. Et il faut aussi dire qu'il est en campagne interne pour la présidence des Républicains et qu'il a face à lui un adversaire redoutable qui est Laurent Wauquiez, et qui lui aussi s'est positionné très tôt sur ces questions régaliennes. Et donc, en quelque sorte, il répond à la fois à la pression du RN à l'Assemblée nationale, à la pression médiatique du Rassemblement national qui réclame cette interdiction depuis plusieurs mois, mais aussi à cette campagne pour la présidence des Républicains et pour la gagner face à un adversaire, Laurent Wauquiez, qui, je le disais, est sur ces questions régaliennes très fort. Il a besoin de marquer des points dans l'opinion publique, notamment à droite, de donner aussi des gages à l'électorat qui se situe entre les Républicains et le Rassemblement national. Et c'est aussi, il faut le souligner, une manière pour lui de se démarquer un peu du macronisme permissif, puisqu'il faut rappeler que Emmanuel Macron a été élu en 2017 et que depuis le 2017, il n'y a pas eu d'action de la place Beauvau, de ses prédécesseurs au ministère intérieur, pour faire interdire la jeune garde. Donc voilà, c'est un coup politique qui correspond, à mon sens, à des convictions profondes. Il n'est pas du tout, il est vraiment sur son terrain de jeu, sur sa doctrine, sur ses fondamentaux idéologiques. Et simplement, là, il a, il a compris que c'était le bon timing et que s'il ne bougeait pas, il pourrait le payer à la fois dans la campagne interne des LR, mais aussi dans l'opinion publique plus largement. Selon toi, y a-t-il un problème avec l'extrême gauche en France? Et comment expliquer que ce mouvement n'ait pas été interdit avant? Alors, sur le fond, il y a évidemment un problème, puisque, comme je le disais, cette extrême gauche, elle est antinationale, elle est antipatriote. Tout ce qui se rapporte à la France est systématiquement vomi et dénoncé. Donc, c'est une extrême gauche qui est anticapitaliste, qui est cosmopolite, qui est un peu pour un grand brassage euh, international et qui, en fait, quasiment se positionne à chaque fois contre les intérêts français, que ce soit sur les thématiques nationales, mais aussi internationales. Et effectivement, Bruno Retailleau, il corrige par cette action ce qui n'a pas été fait par ses prédécesseurs, notamment Gérald Darmanin, qui est un expert dans la communication permanente sur des micro-mesures ou vraiment sur des coûts de communication. On se souvient de ses déclarations sur le contrôle narcotrafic à Marseille. En réalité, le bilan de Gérald Darmanin au ministère intérieur, il est quasiment nul. Et donc, Bruno Retailleau a besoin de marquer son passage au ministère intérieur. Il faut aussi souligner que son prédécesseur, Gérald Darmanin, a été très actif dans la dissolution de certains groupes classés à l'extrême droite, notamment le GUD, le groupe Union Défense, mais que il est resté bien inactif et bien silencieux sur ces groupuscules d'extrême gauche radicale. Il y a peut-être une raison aussi, c'est que les macronistes ont eu besoin de cette extrême gauche lors des dernières élections législatives, des dernières élections présidentielles, pour faire barrage au Rassemblement national. Et lors des dernières législatives, ce n'est rien de moins que le Premier ministre Gabriel Attal qui comment dire, a œuvré dans ce sens. On se souvient qu'il s'est exprimé après les résultats du premier tour en disant pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Et quand il a dit cette phrase, il a oublié de dire aussi à l'extrême gauche. Et en oubliant de le dire, en se concentrant uniquement sur le Rassemblement national, eh bien, il a permis à des voix d'extrême gauche, notamment d'extrême gauche radicale, de se reporter sur les candidats macronistes. Mais aussi, c'était un message envoyé aux électeurs macronistes pour dire il vaut mieux un candidat d'extrême gauche, un candidat LFiste, qu'un candidat Rassemblement national. Voilà. Donc là, Bruno Retailleau prend ses distances avec
certaine forme de macronisme et de macronisme électoral en faisant le pari, pardon, que eh bien, ça lui sera profitable dans la perspective d'une possible, vraisemblablement, d'une candidature à l'élection présidentielle à laquelle il doit penser quasiment tous les jours en se rasant. Ouais. Charles, tu es à Moscou. Que dit-on de la possible signature d'un cessez-le-feu? Oui, alors effectivement, il y a une grande différence. J'étais la semaine dernière à Paris, là je suis à Moscou et les réalités sont assez. La perception de la réalité et des informations qui circulent est assez différente. Euh, Côté russe, effectivement, je suis ici depuis une semaine et on sent bien que en fait, la population, les gens avec qui je peux échanger, en fait, n'en ont pas grand-chose à faire de ces négociations et que la perspective d'un cessez-le-feu est même comprise comme problématique, puisque du point de vue des Russes, en fait, le, le, le travail sur le terrain n'est pas terminé et qu'ils sont encore loin des objectifs qu'ils considèrent comme prioritaires. J'en parlais hier encore avec plusieurs personnes. Il y a non seulement bon, la région de Koursk a été libérée, donc là, les Russes ont une épine de moins dans le pied et Zelensky a une carte de moins à jouer dans les négociations. Mais dans le Donbass, il reste encore, on est encore loin euh, des frontières administratives des régions, notamment de Donetsk, de Zaporozhye et de Kherson. Pour les Russes, c'est problématique. Alors, on a vu que ça pouvait faire partie des négociations, mais en réalité, ce que veulent les Russes, c'est bien plus que ça. Se pose notamment la question de la prise ou de la récupération via des négociations de la ville d'Odessa, du port d'Odessa, qui est absolument stratégique autant pour l'Ukraine que pour la Russie, puisque c'est le port en eau profonde de la mer Noire, bien avant Sébastopol, bien avant Novorossiysk. Il est tout à fait stratégique pour les Russes. D'autre part, la prise d'Odessa, c'est le lien vers la région de Transnistrie, vers la Moldavie, et ça, les Russes tiennent aussi absolument à faire la jonction avec ce territoire de Transnistrie, dans lequel d'ailleurs il y a des troupes russes qui protègent cette enclave sécessionniste de la Moldavie depuis 1991. Et puis du côté ukrainien, évidemment, Odessa, c'est stratégique, puisque aujourd'hui, l'export des céréales, et les céréales sont une des richesses économiques de l'Ukraine, eh bien, elle se fait aujourd'hui essentiellement par Odessa, puisque le port de Mariupol, qui exportait d'ailleurs plutôt comment dire, de la production métallique, est passé côté russe, et le port de Kherson est quasiment inutilisable. Et donc, la perte d'Odessa pour l'Ukraine, ça risque d'être, je dirais, un des points d'achoppement des négociations. Et je dois dire d'ailleurs puisque c'est deux forts caractères de part et d'autre de la ligne de front, à mon humble avis, je pense que les Ukrainiens n'ont pas, en réalité, n'ont pas du tout envie que la guerre s'arrête. Notamment, je pense, le président Zelensky qui joue assez bien sa partition en essayant de se ranger derrière Donald Trump, mais on sent bien que céder aux demandes de Trump, céder aux exigences des Russes, c'est évidemment mettre le régime de Kiev en péril. C'est aussi certainement mettre sa propre vie en péril, puisque au sein de l'armée ukrainienne, il y a des factions nationalistes radicales qui, elles, ont fait du combat contre la Russie, contre l'armée russe. Je dirais la priorité numéro un est quasiment le combat d'une vie, et ne pardonnerait pas au président Zelensky d'avoir cédé la Crimée. Du point de vue russe, il ne fait pas doute que la Crimée et les territoires qui ont été conquis resteront à jamais dans l'orbite russe, comme partie intégrante de la Fédération de Russie. Mais on sent, et d'ailleurs c'est le discours de Zelensky qu'on sent très gêné, les Ukrainiens, les nationalistes ukrainiens n'ont pas renoncé à la récupération de la Crimée, à la récupération des territoires du Donbass, et sont en fait dans une attitude radicalisée à l'extrême, qui les fait sortir de facto du champ des négociations, puisque pour qu'il y ait des négociations aboutissent, il faut un moment qu'il y ait un terrain d'entente, il faut que les deux puissent faire des compromis. Côté russe, on ne voit pas tellement ce qui pourrait, compte tenu de leurs objectifs et de l'état de la,
de la population qui est vraiment derrière Vladimir Poutine et derrière son armée. On ne voit pas ce qui pourrait vraiment céder aux Ukrainiens de concret. Et du côté ukrainien, c'est pareil, on ne les sent absolument pas enclins à céder quoi que ce soit, même des choses qui sont totalement irréalisables, irréalistes. Et d'ailleurs, as-tu une bonne nouvelle à nous annoncer? Oui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Tu en as un petit peu parlé pendant ton introduction. C'est la sortie du nouveau numéro du magazine Omerta, consacré à ce tandem Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe. Et pourquoi on a décidé de traiter de ce sujet? Tout simplement parce qu'on voit que depuis l'accession à la présidence de Donald Trump, il y a une convergence de ces deux présidents, d'abord sur des questions humaines et je dirais idéologiques, puisque il faut rappeler que c'est à peu près la même génération, hein, Trump et Poutine. Trump est un peu plus âgé, mais c'est à peu près la même génération. C'est des personnalités qui se comprennent, qui ont grandi pendant la guerre froide, qui se sont rencontrés, qui se connaissent, qui partagent un certain nombre de valeurs. Je pense à la conception de l'homme et de la femme, à la conception de ce que doivent être les relations internationales. Trump est sorti du tout interventionnisme cher aux démocrates américains. Donc il y a une convergence idéologique et puis aussi une convergence d'intérêts, notamment sur la question ukrainienne. Moi, je pense qu'il y a une partition qui, s'est- qui a été négociée entre Trump et Poutine et qu'en fait, euh, comment dire, Trump laisse le temps à Poutine de négocier et a compris que les négociations et que Zelensky, les Européens ne lâcheraient rien. Et donc, on est à mon avis dans une partition très bien organisée entre Russes et Américains, avec parfois quelques éléments de langage de Trump qui paraît un peu réprimander la Russie, mais en réalité, je crois que c'est tout à fait de façade. Ce qui lie vraiment les deux, et c'est le sujet du magazine, c'est l'envie d'en découdre avec les Européens. Quand je dis les Européens, c'est surtout les élites politico-médiatiques, plutôt politiques d'ailleurs, européennes, qui n'ont eu de cesse comment dire, d'humilier, de critiquer Donald Trump, de le donner électoralement pour mort durant la campagne présidentielle, qui n'ont cessé aussi de critiquer Vladimir Poutine depuis en fait son accession à la présidence russe le 6 mars, pardon, 6 mars 2000. Et ces élites politiques européennes, aujourd'hui symbolisées par Emmanuel Macron, par Keir Starmer et par Ursula von der Leyen, mais il y en a aussi d'autres, il y a les gouvernants de pays baltes, il y a les Polonais, etc., eh bien, je crois, ont participé au rapprochement de Trump et Poutine. Et je crois que les deux présidents, et c'est ce qu'on analyse dans le magazine, ont un compte à régler avec les élites européennes. Trump, on le voit, est à la manœuvre économiquement. Poutine ne cède pas un pouce de terrain dans la négociation et dans ses offensives en Ukraine. Et c'est ce qu'on analyse dans le magazine. On fait une analyse vraiment avec les meilleurs experts possibles sur le sujet. On analyse les conséquences de cet affrontement et aussi les ressorts dont disposent les pays européens pour résister à ce tandem qui n'est quand même pas rien, puisque les Européens se sont opposés à Vladimir Poutine pendant 3 ans, ont réussi à, je crois, mettre plus de 15 000 sanctions sur la Russie, ont travaillé main dans la main avec le président Biden et son administration. Mais là, ils se retrouvent avec un problème inédit et qu'ils n'avaient pas vu venir. C'est un Donald Trump qui, en fait, est extrêmement bienveillant avec Vladimir Poutine et des marges de manœuvre qui, pour les Européens, sont assez réduites, puisque en dehors des États-Unis et de la Russie, il faut bien avouer que les dirigeants européens sont assez isolés dans le monde, que ce soit avec la Chine, mais aussi avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient, de pays africains. Il y a un véritable rejet de ces élites politiques européennes et comment dire, de leur vision du monde même, de leur vision anthropologique de l'homme. Et l'Europe se retrouve bien seule et on analyse effectivement eh bien, quels sont les scénarios de sortie de cet affrontement. Cet affrontement, il a déjà commencé, mais, et on l'explique, il ne va que s'amplifier dans les semaines et dans les mois à venir. Donc très bonne nouvelle. Et je demande effectivement
à nos amis auditeurs s'ils souhaitent soutenir notre travail, puisque ce magazine, cette thématique n'a en fait jamais été traitée euh, de cette manière. C'est une thématique qui peut coûter cher à Omerta. Et donc, je leur demande s'ils souhaitent qu'on poursuive et qu'on continue à faire un vrai travail d'enquête sur le terrain. On s'est rendu en Roumanie, en Moldavie, en Ukraine, en Serbie, dans les Balkans. Eh bien, de précommander ce magazine dès maintenant, c'est d'abord une très bonne lecture avec évidemment un vrai contenu exclusif de terrain, mais aussi une manière de nous soutenir concrètement et de permettre à nos équipes eh bien, de poursuivre leur travail de terrain. Voilà. Merci Charles pour cette émission qui était très très intéressante. N'oubliez pas, chers auditeurs, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous nous soutenez, c'est très très important. Likez, commentez notre vidéo et à très bientôt. À bientôt.